bienvenue à votre webinaire Global Vet Chat, conseils pour bien vivre ensemble. Je me présente Stéphanie, technicienne en santé animale spécialisée en comportement et responsable du volet comportement chez Global Vet. Dans le cadre de cette présentation, nous allons voir différents éléments. D'abord, tout ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre l'espèce féline. Par la suite, comment faire pour lui offrir un environnement adapté. Et finalement, comment bâtir une belle relation. Débutons donc maintenant avec le premier point, mieux le comprendre. Nous allons regarder dans le cadre de cette section ses comportements normaux, son langage corporel et finalement les différents types de personnalités qui existent chez le chat. Donc, pour ce qui est des comportements normaux, un chat va généralement adopter différents types de comportements. Je vous les énumère tous. Par la suite, on va voir comment une journée typique d'un chat qui vivrait à l'extérieur serait divisée. Donc, voici les comportements normaux qu'on devrait observer chez un chat. Vagabonder, marquer son territoire par marquage urinaire, facial ou par griffade, chasser, observer ce qui se passe sans être vu, grimper en hauteur pour pouvoir avoir un meilleur point de vue pour son observation, se cacher pour dormir et être tranquille, se toiletter, éliminer bien évidemment, et se trouver en présence des autres, humains ou autres animaux, sans toutefois nécessairement avoir une interaction. Donc, les chats sont une espèce qui est solitaire. Comme je vous disais, voyons maintenant un peu comment une journée typique d'un chat d'extérieur serait divisée. On aurait pour débuter un bon 8 heures qui serait consacré à vagabonder, observer, faire du marquage et chasser. Un autre 12 heures pour dormir. Donc, si votre chat passe 20 heures sur 24 à dormir, probablement qu'il y a des petites choses qu'on peut faire pour améliorer justement son environnement et répondre à ses besoins. 3 heures pour se toiletter, 1 heure pour s'alimenter. Pour en revenir au marquage, on va regarder ensemble en fait les différents types de marquage. Donc, on a le marquage qui est par griffade. Ce marquage-là, en fait, ça sert vraiment à laisser une carte de visite. En plus de nettoyer les griffes, évidemment, et de s'étirer. Mais le but vraiment de faire du marquage par griffade, c'est un peu de dire aux autres, moi, je suis passé par ici. Les chats d'extérieur vont généralement le faire sur les arbres, donc des surfaces qui sont verticales. Ce qui va nous permettre en fait de comprendre un petit peu plus tard le type de marquage dans la maison. Ensuite, on a le marquage facial, le chat qui va venir là, frotter ses bajoux, souvent sur nous ou sur les meubles. Ça va être vraiment, le but de ça va être de s'apaiser. Puis, on a le marquage urinaire, le but étant ici de marquer son territoire. Les chats sont des êtres territoriaux, donc le marquage urinaire sert à marquer le territoire. Maintenant, parlons un peu du comportement d'élimination. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'élimination, on a une séquence qui est bien définie, qui est la suivante. L'animal va gratter pour par la suite éliminer et finalement enterrer son besoin. S'il y a une séquence qui est altérée, donc c'est-à-dire que l'animal, par exemple, rentre dans la litière et élimine automatiquement, puis en ressort, donc il ne va pas gratter ni enterrer, ou alors il va rentrer, gratter, éliminer, mais il va sortir rapidement, donc il ne va pas enterrer son besoin. C'est ce qu'on appelle une séquence qui est altérée. Ça peut sous-entendre en fait un problème, soit au niveau physique, mais souvent aussi au niveau de son aire d'élimination. On en parle un petit peu plus tard d'ailleurs des aires d'élimination. Donc, si là, vous vous dites, mon chat, moi, fait justement pas une séquence qui est normale, il me semble, je vais vous donner tous les conseils un petit peu plus tard pour justement répondre à son besoin de séquence normale. Donc, la compréhension, en fait, justement, de ces comportements-là normaux vont nous permettre différentes choses. D'abord, d'offrir un environnement qui est adapté aux besoins de l'animal et, bien sûr, de prévenir différents problèmes de comportement. Regardons maintenant le langage corporel chez le chat. On va parler, entre autres, du position de la queue et de la position des oreilles. J'ai fait un petit diagramme pour vous permettre de comprendre un peu la progression. On part d'un chat qui est confortable, qui est de bonne humeur, vers un chat qui est plutôt fâché ou inconfortable, stressé, anxieux. Donc, lorsque la queue va être portée haute, c'est un animal qui est confortable. Ça va être une forme même de salutation. On voit aussi sur l'image que les oreilles sont vers l'avant. Donc, l'animal est détendu. Par la suite, on a un animal qui devient un petit peu plus alerte, si je peux dire. Donc, la queue va descendre un peu, va venir dans la ligne là, du dos de l'animal. On a des oreilles qui sont plus vraiment vers l'avant à ce moment-là. Puis là, si on s'en va un petit peu plus vers l'autre extrémité, bien là, on a une queue qui va commencer à battre de façon saccadée, des oreilles qui peuvent se tourner, s'aplatir, pour même finalement avoir un animal qui va cracher, grogner. Donc là, un animal qui n'est pas confortable.
Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la queue, donc le mouvement de la queue et également le port de la queue, va nous donner des indications sur comment l'animal se sent. Le port des oreilles aussi va nous parler beaucoup. Donc, les oreilles qui sont vers l'avant vont nous signifier un animal qui est soit détendu ou qui est à l'affût, tandis que des oreilles qui vont basculer vers le côté, voire même s'aplatir sur la tête, on a alors un animal qui est drôlement inconfortable. Donc, pour justement donner plus d'informations sur le langage corporel, l'animal peut nous démontrer plusieurs signes d'anxiété, de peur ou de malaise. Il y en a plusieurs. Donc, on vient de parler justement des oreilles, le battement aussi de la queue, mais on a aussi l'effet de grogner, de feuler, donc en fait, le comportement de cracher. La piloérection, ici, on parle d'un animal qui va se gonfler, là, avoir la queue comme un espèce de sapin de Noël, donc devient tout ébouriffé. Le dos rond, ça c'est souvent un signe qu'on connaît bien. Les pupilles qui vont se dilater, donc on vient avec les pupilles là, très très grosses. Le fait de fuir et de faire de l'évitement. Donc tous ces signes-là sont des signes que l'animal est stressé et il n'est pas confortable. Les connaître, ces signes-là, et surtout les observer, vont nous permettre en fait de comprendre l'état émotionnel de l'animal. Et ça va être très important en fait au quotidien justement pour bâtir une belle relation. On y vient un peu plus tard. Ça va permettre également d'adapter nos interactions nécessairement et donc l'environnement pour assurer un bien-être de l'animal. On va également, en observant et en comprenant les signes de stress et d'anxiété, pouvoir prévenir les agressions, puisque si on observe ces signes-là chez notre animal, nécessairement, ça veut dire qu'il n'est pas confortable. Et par la suite, on est capable donc de faire des actions en conséquence. Regardons maintenant les types de personnalités chez le chat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va généralement trouver deux types de personnalités chez l'espèce féline. Donc, une personnalité qui est soit passive ou active. Évidemment, certains animaux, c'est pas tranché au couteau, on est 100% actif ou 100% passif. On peut vraiment aller jongler un petit peu à travers les deux, mais souvent, on a une personnalité qui va ressortir. Donc, si on regarde justement la distinction entre les deux, le chat passif va plutôt être un animal qui est introverti, alors que le chat actif va plutôt être extraverti. Le passif sera plus calme, plus discret, l'actif un petit peu plus énergique. Les passifs sont souvent plus vigilants, tandis que les chats actifs sont plus alertes. Dans le cadre où on a un changement, un animal qui est passif va souvent plutôt être nerveux, donc nous démontrer des signes de stress comme on vient de les voir, tandis que les chats qui sont actifs vont généralement être beaucoup plus curieux et incités à aller voir ce changement-là justement. Ce qui m'amène vers justement les interactions avec les étrangers. Donc, un chat passif va généralement préférer rester à l'écart, tandis qu'un chat actif va pouvoir avoir envie d'aller près des étrangers sans nécessairement avoir un contact physique, une interaction vraiment importante, mais du moins, ils vont être curieux et vont vouloir aller voir qu'est-ce qui se passe. Par rapport au type de personnalité, les connaître, ces personnalités-là, ce que ça permet, c'est d'abord de déterminer mon animal à moi, il est quel type de personnalité, et donc, par la suite, de mieux définir ses besoins et de répondre à ces besoins-là. Ça va permettre également de comprendre ses préférences, donc nécessairement de pouvoir adapter par la suite l'environnement et les activités qu'on va pouvoir lui faire faire. Tout ça m'amène justement à cette grande introduction pour la meilleure compréhension de l'espèce féline, m'amène à la prochaine section qui est d'offrir un environnement adapté à l'animal. Donc, pourquoi on veut offrir un environnement adapté? Bien, pour permettre à l'animal d'exprimer ses comportements normaux. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'un chat devrait faire. Donc, alors, ce qu'on veut, c'est avoir un environnement qui va permettre à l'animal d'exprimer ces comportements-là pour bien se développer et surtout avoir un bon équilibre physique et mental. Ça va également nous permettre d'éviter du stress, de la sédentarité et un manque de stimulation. Donc, si on a un chat de 2-3 ans qui est du type justement à dormir 20 heures sur 24, il y a des fortes chances qu'il y ait une problématique au niveau justement de son environnement et donc face à la réponse à ses besoins dans le quotidien. Si j'évite le stress, la sédentarité et le manque de stimulation, ça va me permettre d'éviter des problèmes de santé physique comme par exemple de l'obésité, voire même du diabète. Ça va également me permettre de diminuer la chance d'avoir des comportements problématiques. On parle ici de miaulement excessif, par exemple, de malpropreté, de sauts sur les mains et les pieds, les fameux chats qui nous chassent là, dans la maison, les griffades au mauvais endroit dans la maison, les sauts sur le comptoir, les bagarres entre les chats, la destruction des objets dans la maison. Donc, si on prend soin
D'avoir un environnement qui est adapté en lien avec les comportements normaux de l'animal et ses personnalités, bien là, on va être capable de diminuer ces comportements-là problématiques dans la maison. Concrètement, comment on fait pour offrir un environnement adapté à l'animal? On va faire d'abord des ajustements dans la maison. On va regarder ensemble l'accès à l'extérieur, on y vient. Puis par la suite, on va regarder différents autres points, dont l'accès à des jouets, les griffoirs, les stratégies alimentaires et les aires d'élimination. Donc, on va prendre le temps de regarder vraiment en détail chacun de ces points-là pour être sûr qu'on soit capable d'adapter vraiment l'environnement adéquatement. Débutons donc avec les ajustements dans la maison. Ce qui est important, c'est d'avoir des lieux pour observer. Donc, on l'a vu dans les comportements normaux, les chats aiment observer. Donc, on va dans la maison lui permettre de le faire avec des cachettes et avec des espaces en hauteur. Puisqu'on l'a dit, les chats aiment bien observer sans être vus. Ils aiment également aller se percher en hauteur pour pouvoir avoir un meilleur point de vue. Donc, dans la maison, c'est important de leur offrir ces choses-là. Ce qui va justement permettre d'éviter, par exemple, qu'ils décident de faire du comptoir ou du haut du frigo son lieu d'observation. Donc, je vais lui en offrir, moi, qui sont adaptés. Donc, on en voit des exemples justement ici là, sur les photos. Par la suite, en lien avec ces lieux-là, ce qui est important, en fait, c'est de rendre ces environnements-là invitants et confortables. De les placer également dans des zones actives de la maison, donc de permettre à l'animal d'être près de vous sans nécessairement interagir avec vous et d'en prévoir au moins un près d'une fenêtre pour permettre à l'animal de regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qui est une très bonne stimulation au niveau mental. Pour revenir sur le confort, bien évidemment, ce que je veux dire par là, c'est assurez-vous d'ajouter dans les cachettes et les espaces en hauteur des couvertures, des coussins, donc des textures que l'animal aime pour qu'il décide d'aller vers ces lieux-là, évidemment. Autres ajustements dans la maison, assurez-vous de lui offrir aussi des lieux où il peut se reposer et être seul, où il peut se retirer. Par exemple, on pourrait avoir une pièce avec une chatière. Ici, en fait, là, ça va être surtout utile dans une maison, par exemple, où on a des enfants en bas âge ou bien des chiens. Donc, on veut vraiment avoir un espace disponible pour notre chat où lui, il peut se retirer puis être vraiment calme. Dans cette pièce-là, évidemment, on va s'assurer de lui donner l'accès à son bol d'eau et sa litière pour que ce soit sa petite zone de sécurité. Aussi, ce qui est important, c'est de prévoir des zones spécifiques pour chaque chat dans la maison. Les chats étant des êtres territoriaux, c'est important que chacun d'eux ait leurs endroits vraiment de prédilection. Donc, chacun a son espace en hauteur, chacun a sa cachette et de cette façon-là, tout le monde y trouve son compte. Par la suite, pour ce qui est de l'accès à l'extérieur en lien avec l'adaptation de l'environnement, bien, il faut d'abord se poser la question, est-ce que mon animal peut être confortable ou non à l'extérieur? Donc, on va vraiment donner l'accès à l'extérieur selon l'aisance de l'animal. Si on a un chat qui est actif, ça se peut que pour lui, ce soit plaisant d'être dehors. Versus si j'ai un chat qui est plutôt passif, ça se peut que pour lui, ce soit plutôt stressant. Donc, s'il passe son temps que vous le mettez à l'extérieur, caché en dessous du patio, il y a des bonnes chances que ce ne soit pas quelque chose qui est très positif pour lui, en fait, d'avoir accès à l'extérieur. Peut-être vaut mieux que dans la maison, on lui place des espaces en hauteur, tout près des fenêtres, où là, il va pouvoir regarder dehors, lorsque les fenêtres sont ouvertes, sentir les odeurs, mais tout en se sentant en sécurité. Donc, de là, l'importance de connaître la personnalité de son chat pour pouvoir adapter l'environnement adéquatement. Attention évidemment au risque. Si on envoie notre animal à l'extérieur, bien sûr, il faut s'assurer qu'au niveau de ses vaccins et des préventions parasitaires, on est à jour et tout ça est correct. Il faut également être prêt à ce qu'il y ait possibilité de blessures. Donner accès à l'extérieur, ça vient aussi avec des risques. Donc, il faut être prêt à ça. Ce qui m'amène par contre à vous proposer l'utilisation justement soit de harnais ou bien d'un enclos, ce qui est encore plus sécuritaire. Donc, évidemment, le harnais, on s'assure d'avoir un harnais qui est adapté à son chat. Vous pouvez communiquer justement avec toutes les techniciennes du réseau Global Vet qui pourront vous outiller à ce niveau-là. Et pour un enclos, en fait, bien là, si vous êtes un bricoleur, vous pouvez justement bâtir un super bel enclos à votre animal pour qu'il puisse être à l'extérieur et ça, en toute sécurité. Maintenant, pour ce qui est des jouets, ce qui est important en premier lieu, c'est de ne jamais jouer avec les mains ou les pieds. On ne veut surtout pas au quotidien inciter notre animal, en fait, à nous sautiller dessus, justement, ou à nous mordiller, parce que, ultimement, c'est sûr qu'il va avoir envie de répéter ce comportement-là. Mais on ne veut pas encourager ce type de comportement. On va plutôt travailler avec des jouets qui vont répondre à son besoin de chasse pour éviter qu'il nous chasse, nous, finalement, dans la maison. Donc, il en existe une multitude. Ça peut être des balles, une ficelle avec un jouet accroché au bout, un pointeur laser,
laser, une canne avec des petites plumes, un cadencer, par exemple. Ici, c'est un espèce de câble là, sur lequel on a des bouts de carton d'accrocher. Donc, bref, ça prend des jouets qui sont mobiles, qui vont répondre aux besoins de chasse de l'animal. Et lorsque on travaille à ce niveau-là, c'est important aussi d'offrir une phase de consommation. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'animal chasse, bien, ultimement, à la toute fin, il va y avoir une phase où il va attraper justement sa proie. Donc, dans nos jeux, bien, on peut justement terminer parfois la séquence avec une gâterie. Je donne un exemple. Vous ouvrez le pointeur laser, vous faites aller la lumière au sol, l'animal va courir après et après un certain moment, on peut lancer une croquette et avec le pointeur laser, amener l'animal sur la croquette. Donc, il va y avoir une phase de consommation à ce moment-là. Encore une fois, en lien avec les jouets, ce qui est important aussi, c'est de déterminer les préférences de votre animal. Ce n'est pas tous les chats qui aiment les mêmes jouets, donc on peut en offrir quelques-uns et voir vers lesquels il va se tourner. C'est important aussi de faire une rotation. En fait, c'est que si on offre plusieurs jouets dans la maison à l'animal, il y en a plusieurs en fait là, qui traînent un peu partout. Au début, l'animal va être intéressé lorsqu'on lui offre, mais quand ça fait plusieurs jours qu'il le voit, il va perdre l'intérêt face à ce jouet-là. Donc, ce qu'on peut faire en fait, c'est avoir une boîte à jouets et une fois de temps en temps, on en sort un nouveau, on laisse peut-être une journée et là, on change notre jouet. Donc, on a quelques jouets cachés et on fait une rotation finalement du jeu qui est disponible dans l'environnement, ce qui fait qu'on conserve un intérêt face à tous nos jouets. Finalement, pour ce qui est de l'herbe à chat, ça peut être très intéressant de l'offrir à l'animal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 50 à 70 des chats qui répondent à l'herbe à chat. Donc, ils sont sensibles à ça. Je vous invite donc à leur en offrir et à tout simplement observer leur réponse. Et si vous voyez que c'est positif pour eux, à ce moment-là, on peut leur en offrir au quotidien. Parlons maintenant des griffoirs dans notre environnement. C'est important de choisir ou de fabriquer le bon griffoir. Pour ce faire, il existe différents points. On va les regarder un après les autres. D'abord, on a la texture. C'est important qu'on offre une texture que notre animal aime. Tous les chats n'ont pas les mêmes préférences. Donc, ça peut être du bois, ça peut être de la corde, du carton, du tapis. Donc, on va déterminer la préférence de l'animal pour pouvoir lui offrir une texture qu'il aime. On va également lui offrir un griffoir d'une orientation qu'il préfère. Donc, il y a des animaux qui vont préférer une orientation qui est horizontale pour faire leur griffe, d'autres un peu inclinées, donc diagonale, et d'autres verticales. Je vous disais un petit peu plus tôt que les chats qu'on observe à l'extérieur vont généralement faire leur marquage par griffade sur les arbres, donc sur des surfaces verticales. On a donc plus de chances que ce soit ce que l'animal aime. Par contre, ça vaut la peine d'en offrir quelques options et d'observer l'animal. Par la suite, c'est important que les dimensions soient adaptées, donc d'avoir une dimension qui permet à l'animal de s'étirer complètement. Donc, si le griffoir est trop bas, ou mettons, on le place au mur puis on ne le met pas suffisamment haut, ou bien au niveau de la longueur de notre griffoir, justement, il est trop petit et que l'animal ne peut pas s'étirer le corps complètement, c'est pas un griffoir qui va avoir tendance justement à utiliser. Donc, c'est important de connaître ces éléments-là pour pouvoir offrir un griffoir que l'animal va utiliser dans son quotidien. Autre point, justement, à considérer avec les griffoirs, c'est de les placer au bon endroit, donc à un lieu qui est stratégique. On se rappelle que les griffades, c'est une carte de visite. Fait que si je place mon griffoir dans le fin fond du sous-sol, il y a bien peu de chances que l'animal ait envie d'aller faire ses griffes là-dessus. Donc, je vais, par exemple, le placer à l'entrée du salon, près d'un cadre de porte ou près d'un sofa. C'est généralement des endroits que les animaux vont justement utiliser pour faire leurs griffes. Je vais également mettre une hauteur, comme on vient de le dire, qui permet l'étirement complet. Je vais m'assurer de la stabilité des griffoirs. C'est important que lorsque l'animal arrive pour faire ses griffes, il ne faut surtout pas que le griffoir bascule. À ce moment-là, ça se peut bien qu'il n'ait plus du tout envie de l'utiliser. Donc, on s'assure que c'est très stable. Assurez-vous d'avoir un griffoir par chat. On se souvient, les chats sont territoriaux, donc vaut mieux avoir un griffoir pour chacun d'eux. Pour terminer avec les griffoirs, c'est important au début d'inciter l'animal à les utiliser. Voici quelques astuces justement pour vous donner un coup de main à ce niveau-là. D'abord, ce qu'on peut faire, c'est déposer de l'herbe à chat directement sur les griffoirs. Si l'animal répond à l'herbe à chat au quotidien, ça pourrait justement l'inciter à aller vers les griffoirs. Par la suite, on pourrait l'attirer avec un jouet qui serait mobile. Donc, au bout d'une ficelle, par exemple, on peut venir placer le jouet juste à la hauteur du griffoir, ce qui fait que l'animal va être intéressé à aller vers cet objet-là et par le fait même inciter à faire ses griffades.
Finalement, on peut même y vaporiser des phéromones. Les phéromones, qu'est-ce que c'est? C'est des messagers chimiques, en fait. Il y en existe plusieurs types de ce genre de messages chimiques-là. Et il y en a certains, justement, qui vont inciter une forme de griffade. Pour avoir tous les détails par rapport à ça, savoir quel type de phéromone exactement il faudrait utiliser, vous pouvez communiquer avec nous, puis on va pouvoir vous diriger là, à ce sujet-là. Parlons maintenant de stratégie alimentaire. D'abord, qu'est-ce que c'est une stratégie alimentaire? C'est un objet dans lequel on va venir placer la nourriture de l'animal et l'animal va devoir travailler pour réussir à atteindre sa nourriture. Je vous montre quelques exemples pour vous permettre de bien comprendre. Le premier, par exemple, ici, on a un cylindre troué dans lequel on va l'ouvrir, on va mettre les croquettes, on va le refermer. L'animal va donc devoir faire rouler ce cylindre-là pour réussir à ce que les croquettes tombent par les trous. On aurait ici un autre exemple, on a une espèce de gros bocal monté sur un plateau avec différents trous à l'intérieur. L'animal, avec ses pattes, doit réussir à venir sortir les croquettes des différents trous qui sont disponibles. Ici, on a une balle, tout simplement, avec un trou, justement, où les croquettes vont aussi tomber lorsque l'animal fait rouler l'objet. Donc, on comprend un peu l'idée. L'objectif, c'est vraiment que l'animal prenne l'objet et le fasse bouger ou bien insère ses pattes pour réussir à attraper, finalement, sa nourriture. Les avantages des stratégies alimentaires, bien évidemment, donc, c'est de répondre aux besoins de chasse de l'animal. Ça permet de se rapprocher également du temps d'alimentation normale qui est, on se souvient, de 1 heure par jour. Donc, au lieu de simplement offrir un bol de nourriture le matin, un bol de nourriture le soir que mon animal vide en quelques minutes seulement, je vais remplir ce distributeur-là, je lui donne accès et il va venir manger à différents moments de la journée. Donc, il va venir travailler un petit peu, s'alimenter et reprendre un petit peu plus tard. Donc, il va prendre plutôt plusieurs petits repas dans sa journée. Ce qui va permettre justement de le garder actif, tant mentalement que physiquement. Autre point important en lien avec les stratégies alimentaires, comment les introduire pour que ça fonctionne, pour que mon chat les utilise? D'abord, il faut retirer les autres sources d'alimentation, donc les bols de nourriture. Là, attention, on fait pas... On ne prive pas l'animal de nourriture de cette façon-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui offre une autre option pour s'alimenter qui répond à son besoin de chasse. Donc, au final, lui, il s'en trouve très heureux, là. Donc, on va enlever les bols de nourriture. On ne va jamais le faire pour l'animal, c'est-à-dire, par exemple, le fameux cylindre. Je ne vais pas le faire rouler pour mon animal pour lui montrer comment ça fonctionne. Parce que là, il y aurait des chances qu'il s'assoie et attende tout simplement que moi, je travaille finalement pour sortir sa nourriture. Donc, je veux vraiment qu'il le découvre par lui-même. Pour l'aider à ce niveau-là, ce que je vais faire, je vais le remplir le plus possible au début pour que les croquettes sortent justement facilement. Je peux même inclure des gâteries qui sont très appétantes, donc l'animal va être attiré encore plus vers cet objet-là. Je vais placer la nourriture tout autour, donc l'animal va venir chercher cette nourriture-là et nécessairement avec son nez, il va sentir que il y en a ailleurs et donc va être beaucoup curieux techniquement et il va avoir envie de trouver cette nourriture-là. Pour débuter les premières fois, je vais prendre un niveau de difficulté qui est faible, évidemment. Donc, si par exemple, on parle du fameux cylindre, on a différents niveaux de difficulté. Donc, au début, on peut donner accès à tous les trous. Puis, lorsque l'animal est bon, là, je peux commencer à masquer certains trous, ce qui fait que l'animal doit travailler plus fort encore pour avoir sa nourriture. Donc, pour conclure, en fait, les stratégies alimentaires, comme je vous dis, c'est vraiment super positif pour l'animal. Il suffit vraiment de bien faire les étapes d'introduction et tous les chats finissent par réussir finalement à les utiliser. Maintenant, on va parler des aires d'élimination du chat. C'est important, d'abord et avant tout, de choisir un bac qui est assez grand. C'est quoi un bac assez grand pour la litière? La largeur doit être 1,5 fois la longueur de votre chat et la longueur 2 fois sa longueur. Donc, on s'entend que souvent, les litières, justement, qui vont être vendues de façon commerciale, les bacs ne seront pas suffisamment grands. Et là, quand on parle de cette grandeur-là, justement, si on revient un petit peu plus tôt aux comportements normaux, la fameuse séquence d'élimination, si mon bac est trop petit, bien souvent l'animal ne sera pas capable de faire une bonne séquence d'élimination. Donc, c'est pour ça que je veux un bac qui est grand. Des exemples, on pourrait aller chercher des bacs de rangement, de dessous de lit, comme on voit ici. On enlève le couvercle, on enlève les petites roulettes, évidemment, et ça devient un super bon bac à litière. On pourrait utiliser aussi un grand bac de rangement, le type Rubbermaid, dans lequel on va venir découper une porte et ça va très bien fonctionner au niveau de la grandeur.
Maintenant, c'est important aussi de ne pas couvrir le bac. On veut éviter en fait de retenir les odeurs. C'est pas super agréable pour un animal d'aller dans une litière qui est couverte, d'abord au niveau des odeurs. C'est un peu comme si vous avez le choix entre aller dans votre belle salle de bain aérée ou aller dans une toilette chimique. Entre les deux, je pense que le choix est facile. Bien, pour le chat, c'est un peu la même chose. Donc, voilà, on évite les couvercles et ça aide aussi à ce que l'animal voit bien autour de lui, donc se sente en sécurité et donc ait envie d'aller éliminer dans cet environnement-là. Autre point sur les aires d'élimination, c'est d'utiliser un bon grain. Donc, le substrat qu'on met dans notre bac à litière, il faut que ce soit adéquat. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que les chats vont développer une préférence selon ce à quoi ils sont exposés en bas âge. Donc, c'est pas inné là, pour l'animal d'aller faire ses besoins dans une litière. Ce qu'on peut faire, en fait, au moment où il arrive à la maison, on peut faire quelques tests. C'est-à-dire, on peut lui offrir, par exemple, 3 options de substrats différents et observer quelle litière il va adopter. On a notre réponse à ce moment-là pour sa préférence. On sélectionne donc celui-là. Une fois que c'est déterminé, bien là, on peut toujours utiliser le même substrat parce qu'on sait que c'est celui-là que notre animal aime. Généralement, les chats vont préférer des grains justement qui sont inodores, qui sont fins, donc pas des gros grains, des grains qui sont tout petits, un peu comme du sable, et qui sont agglomérants. L'épaisseur qu'on doit mettre dans notre bac, environ 3 à 4 pouces. En fait, ce qu'on veut, c'est que l'animal puisse aisément gratter et enterrer. Donc, faire sa séquence d'élimination normale. Maintenant, le nombre de bacs. Combien de bacs de litière je suis supposée offrir dans mon environnement? Ça dépend du nombre de chats que j'ai. Ça se calcule comme suit. Le nombre de bacs à litière est égal au nombre de chats présents dans la maison plus 1. Pourquoi? Pour avoir à la disponibilité de mon animal un bac pour qu'il aille faire ses selles et un bac pour qu'il aille faire ses urines. Lorsqu'un animal a plusieurs bacs à sa disposition, c'est souvent ce qu'on va remarquer. Il va adopter un bac pour un type de besoin et un bac pour un autre type de besoin. On veut également avoir tous ces bacs-là pour que l'animal puisse accéder rapidement à une litière dans une situation où il y aura un besoin pressant. Parce que en fait, en faisant ça, là, ce qu'on veut, c'est prévenir que l'animal développe une nouvelle préférence de substrat. On se souvient que ce n'est pas inné, qu'il va développer la préférence en fonction de ce à quoi il est exposé. Donc, s'il y a seulement accès à un bac dans le fin fond du sous-sol, une maison à 3 étages, qui se retrouve au 3e étage et il y a un besoin pressant, et là, à ce moment-là, décide d'aller dans le bain ou sur le tapis de bain, puis se rend compte que, finalement, c'est agréable de faire mes besoins à cet endroit-là, il peut développer une préférence. Et là, on se retrouve avec un problème assez important. Donc, de faire cette prévention-là nous prévient donc des problèmes de malpropreté. Ça permet aussi d'accéder à une litière sans stress. Donc, on a parfois dans une maison où on a plusieurs chats, certains chats, en fait, qui vont faire de l'agression passive. Donc, c'est-à-dire ils vont souvent gérer, en fait, les déplacements des autres chats. Ils vont gérer un peu l'environnement. Donc, si on a un chat dans notre maison qui est comme ça, bien, et j'ai seulement un bac à litière, là, on a des risques de malpropreté. Donc, c'est important qu'on ait plusieurs bacs de disponibles pour que tous les chats de la maisonnée puissent faire leurs besoins sans stress. Autre point sur les aires d'élimination, c'est important de placer les bacs aux bons endroits. C'est quoi les bons endroits pour placer les bacs? Des endroits qui sont peu passants, peu bruyants, des endroits qui sont donc rassurants. Et c'est important d'en avoir sur chaque étage de ma maison et dans différentes pièces de la maison. Je m'explique. Si, par exemple, j'ai seulement un chat, techniquement, je devrais avoir 2 bacs. Par contre, si j'ai 3 étages à la maison, je devrais avoir un bac par étage. Par la suite, ce que je veux dire par dans différentes pièces, c'est que si j'ai 3 chats, donc j'ai 4 litières, et je me dis, pas de problème, je vais mettre mes 4 litières dans la même pièce, bien là, ça ne répond pas à mon besoin. Les litières, en fait, doivent être dans des pièces qui sont différentes. Parce que si je vous expliquais un petit peu plus tôt, admettons que j'ai un animal, un chat qui va faire de l'agression, bien si j'ai mes 4 bacs à litière dans la même pièce, mon animal qui va aller à la litière, mais que j'ai un autre chat qui l'empêche de rentrer dans la pièce, il n'y en aura pas d'autres options. Tandis que si les bacs sont dans différentes pièces, bien là, je résous ce problème-là finalement. Maintenant, pour ce qui est de l'hygiène des bacs, c'est important en fait au moins 1 à 2 fois par jour de retirer les selles et les urines. Donc, les chats aiment quand c'est très propre, donc on s'assure de tenir une bonne hygiène à ce niveau-là.
Aux 2 à 3 semaines, ce qui est recommandé, c'est de retirer complètement tout le substrat. On le jette, on nettoie le bac avec eau chaude, savon doux et neutralisant d'odeur. On remet du substrat et on est correct pour 2-3 semaines encore. Le mieux, c'est une fois par année, remplacer le bac. Pourquoi? Parce que le plastique va quand même ultimement finir par garder certaines odeurs qui peuvent être désagréables pour l'animal. Donc, une fois par année, on change notre bac tout simplement. Notre dernière section, bâtir une belle relation avec l'animal. Ce qu'on va regarder dans cette section, l'éducation positive, le respect de la bulle, la gestion des comportements indésirables et finalement l'habituation aux manipulations. Donc, pour débuter avec notre éducation positive, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le chat, il est capable d'apprentissage de comportements spécifiques, comme par exemple s'asseoir et venir. Et ces comportements-là peuvent être utiles pour diriger son attention au quotidien, ultimement peut-être même pour rediriger des comportements indésirables. Donc, souvent, on n'a pas le réflexe d'entraîner nos chats, mais ils sont capables de le faire. Donc, voilà, on peut se risquer à faire des apprentissages de demande de base, par exemple. Pour y arriver, on va utiliser des motivateurs selon les goûts de l'animal. Donc, qu'est-ce que mon animal aime? Est-ce qu'il y a une gâterie, par exemple, dont il raffole? Donc, je peux utiliser cette gâterie-là pour le motiver dans ses apprentissages. Et autre point, c'est de s'assurer de faire des périodes d'entraînement qui sont courtes pour justement ne pas surcharger l'animal et en venir qu'il n'aime pas finalement ces séances-là. Donc, on fait de courtes séances avec des motivateurs, des gâteries qui sont très appétantes et on peut justement apprendre différentes choses à l'animal. Toujours en lien avec l'éducation positive, ce que je vous invite à faire, c'est face aux nouveautés et aux étrangers, assurez-vous de faire des associations positives. Je m'explique. Si, par exemple, vous intégrez dans l'environnement quelque chose de nouveau, un nouveau meuble ou un nouvel outil qui fait du bruit ou peu importe, ou bien qu'on a de la visite qui vient à la maison, certains chats vont être plutôt inconfortables face aux nouveautés, face aux étrangers. Donc, on s'assure de rendre l'expérience positive pour eux. Encore là, on peut aller justement piger dans des gâteries qu'on sait que l'animal aime et on va tenter d'associer positivement cette expérience-là. On s'assure également de ne jamais forcer la note. On ne force pas les interactions, on ne force pas l'animal à aller observer ou découvrir différents environnements s'il n'a pas envie. On ne le force pas non plus à se faire prendre par un étranger s'il n'a pas envie. Donc, on le laisse vraiment aller à son rythme et on tente d'associer positivement ces expériences-là. En lien avec ça aussi, on évite les corrections physiques et verbales. Donc, on évite de punir notre animal, en fait, au quotidien s'il présente des comportements indésirables. On va voir comment les gérer dans un instant. La raison, en fait, c'est qu'on risque d'augmenter grandement le stress de l'animal et de miner de façon significative la relation qu'on a avec lui. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on va beaucoup plus travailler avec d'autres méthodes. Je vous explique ça un petit peu plus tard. Autre point en lien avec notre relation, en fait, c'est de respecter la bulle de l'animal. Les chats, ils sont solitaires. Les chats ont besoin, en fait, qu'on respecte justement cette bulle-là qu'ils ont. Et ils ont souvent envie, en fait, d'être près de nous sans nécessairement interagir. Et on doit respecter ça. On doit aussi comprendre que si j'ai un animal qui est plus du type actif et qui n'aime pas nécessairement justement de se faire cajoler, mais si je force l'interaction, je vais simplement le repousser et miner par le fait même, encore une fois, ma fameuse relation que j'essaie de bâtir avec lui. Donc, on s'assure de respecter ses besoins, de respecter ce dans quoi il est confortable. On observe son langage corporel pour remarquer s'il y a des signes de stress, des signes d'inconfort et je respecte ces signes-là. Je ne force pas l'interaction, puis je laisse mon animal venir me voir s'il en a envie. Je le flatte tant et aussi longtemps qu'il est confortable, mais dès qu'il me démontre des signes d'inconfort, de stress, j'arrête l'interaction tout simplement. Maintenant, quoi faire quand mon animal présente justement des comportements indésirables? Par exemple, d'abord, en fait, si on a des comportements qui sont faits par recherche d'attention. Par exemple, faire tomber des objets au sol très tôt le matin parce qu'il veut que vous vous leviez ou bien miauler en face de vous justement parce qu'il veut encore une fois qu'on s'occupe de lui. Le mieux à faire, c'est d'abord et avant tout de répondre à ses besoins d'activité quotidiennement. Si on répond bien à ses besoins d'activité quotidiennement, on se souvient de ses besoins de base. Donc, il a besoin de chasser, il a besoin d'espace en hauteur, de cachette. Donc, si on lui offre des stratégies alimentaires au quotidien, l'accès à des fenêtres ou à l'extérieur. Donc, bref, on travaille vraiment à avoir un environnement qui est adapté, c'est la première piste de solution pour les comportements indésirables par recherche d'attention, mais aussi tous les autres. Donc, on s'assure de répondre aux besoins d'activité. Et dans la mesure où l'animal adopte quand même ce fameux comportement indésirable par recherche d'attention, le mieux à faire,
l'ignorer totalement. Comment on fait pour l'ignorer totalement? On ne lui parle pas, on ne le regarde pas, on ne lui touche pas. Pas un des trois. Donc, on est de glace. On fait comme s'il n'existait pas. Donc, il devrait techniquement simplement lâcher prise et le comportement indésirable va s'éteindre avec le temps. Encore faut-il être persistant. Donc, armez-vous de patience. On ignore totalement et ultimement, si ce comportement-là ne lui apporte pas l'attention qu'il veut, il va finir par le laisser tomber. Maintenant, quoi faire pour les autres comportements qui ne seraient pas justement par recherche d'attention? D'abord, on va l'interrompre, prendre une pause. On va par la suite diriger vers un comportement adapté et rendre celui-ci plus agréable pour l'animal. On va regarder des exemples pour que ce soit plus clair. Si je prends l'exemple de sauter sur vos mains et sur vos orteils. D'abord, il faut se poser la question, toujours, pourquoi l'animal le fait? Est-ce que c'est pour avoir mon attention? Peut-être qu'il y a une forme de recherche d'attention, mais la plus grande raison, sans doute, c'est son besoin de chasser. S'il s'en remet à vos orteils et vos mains, sans doute que c'est parce que son besoin n'y est pas répondu. Donc, je vais interrompre et prendre une pause. Comment je vais le faire? Je vais arrêter de bouger. Je veux m'assurer que la stimulation cesse pour mon animal. Ensuite, comment je vais diriger vers le comportement adapté? Je vais lui offrir une alternative. Je vais lui offrir un jouet, par exemple. Et pour rendre celui-ci plus agréable pour l'animal, je pourrais faire bouger le jouet. Après un moment, lui offrir une gâterie. Donc, quand tu as besoin de chasser, voici ce vers quoi tu dois te diriger au lieu de te diriger vers moi. Donc, l'essence de ça, en fait, c'est ça. C'est de demander pourquoi mon animal adopte ce comportement-là. Si c'est pas que je m'occupe de lui, je ne veux pas renforcer ça, donc je ne m'en occupe pas. Si toutefois, c'est pour autre chose, d'abord, c'est pourquoi. Et je m'arrange pour répondre à ce besoin-là. Et au quotidien, évidemment, je travaille à répondre à titre préventif à son besoin. Autre exemple pour tenter de mieux comprendre, si l'animal griffe le mobilier. Pourquoi l'animal le fait? Sans doute pour faire ses griffes, parce qu'il a besoin de faire ses griffes. Donc, je vais interrompre, prendre une pause, je vais l'appeler ou je vais le prendre doucement. Je vais le diriger vers le bon comportement. Donc, je vais l'amener à la bonne zone de griffade, son griffoir. Et je vais rendre ça plus agréable pour l'animal. Comment? Je vais l'inciter à griffer, soit justement avec une canne à plumes, de l'herbe à chat. Donc, ce que je veux, c'est l'amener à comprendre que c'est vers là qu'il doit faire ses griffades. Donc, toi, tu as adopté ça. Voici qu'est-ce que tu dois adopter. Mais il y a besoin de vous pour faire ce chemin-là. Donc, c'est à vous justement de l'amener vers le bon comportement. Dernier exemple, sauter sur les comptoirs. C'est quoi le besoin? Celui d'être en hauteur. Donc, je dois répondre à ce besoin-là. Au moment où il le présente, j'interromps, je prends une pause, donc je l'appelle ou je le prends doucement. Je le dirige vers le bon comportement, donc je peux l'amener au lieu dédié de repos, tablette, meuble, arbre à chat, où j'ai mis une couverture, un coussin, et je rends justement celui-là agréable pour l'animal. Je m'assure que dans cet environnement-là où je vais le placer, cet environnement-là est plus invitant pour lui que le fameux comptoir. Donc, je mets des gâteries, je mets un coussin, je rends ça plus invitant. Finalement, répondre aux besoins de votre animal au quotidien avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la présentation, plus lui offrir un environnement qui est adapté à ses besoins, ça va vous permettre, ça va permettre à l'animal d'exprimer ses comportements sur des cibles appropriées. Et donc, par le fait même, vous allez prévenir les comportements indésirables. Pour terminer, l'habituation aux manipulations, dans l'objectif, en fait, de pouvoir faire des soins, comme par exemple brosser son pelage, tailler ses griffes. Pour les manipulations, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut débuter le plus tôt possible. Donc, dès que vous écoutez cette présentation-là, vous allez commencer à faire des exercices d'habituation. C'est super important pour être ultimement en mesure de faire un soin. Je vais associer positivement en tout temps mes manipulations. Je vais toujours également m'assurer que l'animal est dans une position où il est très confortable et je vais travailler progressivement. Pour avoir toutes les informations à ce niveau-là, on a justement tout ce qu'il vous faut sur notre site web et dans une capsule qui s'appelle « Comment manipuler votre chat ». Vous allez pouvoir retrouver tous les conseils, les règles de base pour y arriver. Donc, je vous invite à aller visionner ces capsules-là. Pour conclure, je vous invite à aller visiter notre site web pour aller chercher d'autres informations en lien avec le comportement, mais également en lien avec d'autres sujets comme les soins ou par exemple la nutrition. Je vous invite également à nous appeler si vous avez des questions suite à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Suivez-nous également sur Facebook, sur Instagram. On partage beaucoup de contenu, des concours, des idées d'activités à faire avec votre animal. Donc, suivez-nous pour savoir tout ce qui se passe chez Global Vet. Sur ce, j'espère que cette présentation vous a donné beaucoup d'informations et va vous permettre de bâtir une belle relation avec votre animal.